Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Lilian. Lilian, qui c'est un ingénieur en administration système, un ingénieur en sciences de l'éducation, mais surtout, Lilian est le créateur du Ludolab. Donc, installe-toi, on commence maintenant. Donc, merci Lilian pour ta participation, c'était vraiment génial, un bel échange, donc je te souhaite une bonne journée. Merci. Eh bien, à bientôt. C'est cool. Donc, un grand merci d'être présent, Lilian. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par le début. Lilian, qui es-tu? Alors, je suis une personne qui a eu plusieurs carrières dans sa vie, qui a été, du temps de mes études, j'étais historien, puis ensuite, je suis devenu informaticien, puis ensuite ingénieur système et réseau, puis, arrivé à la crise de la quarantaine, je suis devenu ludopédagogue, on va dire. J'ai fait un master en sciences de l'éducation. C'est Voilà. cool. Ça faudra que tu m'as. Je savais pas que tu étais historien. Ça, c'est Médiéviste. médiéviste. Pour un- Ah, c'est encore mieux. Oh. Ah, non, non, je suis en train de faire un parallèle et déjà, c'est impressionnant, félicitations. Puis comme quoi, l'histoire, ouais, enfin, le médiévisme, je sais pas si ça se dit, mène à tout. Mm. Euh, Moi, je souhaitais t'inviter pour te donner la parole, parce qu'au-delà de ton parcours qui est extrêmement intéressant, puis ça on en reparlera, c'est qu'actuellement tu occupes une fonction que je trouve extrêmement intéressante. Tu es un genre de boss du Ludolab. Tu es genre le créateur, fondateur du Ludolab. Ouais, ouais, tout à fait. L'initiateur, l'intrapreneur, c'est-à-dire que je travaille dans une école qui est le Conservatoire national des arts et métiers. Et en fait, il y a une partie qui est dédiée à l'innovation pédagogique, mais qui partait un peu tous azimuts et qui part toujours tous azimuts. Son objectif, c'est de défricher les terrains vierges. On a eu plusieurs projets qui étaient dans la ludopédagogie. On s'est dit, montons une petite structure, une petite cellule un peu agile, qui va venir centraliser, communiquer et tester tout un tas de choses et évangéliser un peu aussi. Voilà, ça c'est les fonctions premières du lab en fait. Rassure-moi, c'est cool. C'est super cool, ouais. C'est super cool, mais c'est pas toujours évident. Oui, bah, je veux dire, en même temps, si c'était facile, ça serait pas cool. Ouais. Non, non, il y a des vrais défis. Il y a des vrais défis. Comme je t'avais raconté, il y a eu le défi d'exister, le défi d'acquérir des jeux, le défi de promouvoir les jeux dans l'enseignement. Enfin, il y a eu tout un tas de défis qui se sont succédés et du coup, ça challenge pas mal. C'est cool. C'est excellent ce que tu dis, puis je vais faire comme on dit, du millage là-dessus. Déjà au tout début, est-ce que le Ludolab est venu d'un besoin? Est-ce qu'il y avait un pain, il y avait un manquement, ou au contraire, c'était comme une idée géniale ou une évidence? Tu sais, parce que comme j'aime à le répéter, parce que je viens du monde des startups, et tu sais, c'est aussi le gros bon sens, faut tomber en amour avec un problème, c'est pas avec sa solution. C'est comme on se l'est dit avant, avoir des idées géniales, c'est super, mais si on veut que les gens les utilisent, il faut que ça résolve quelque chose qui dérange vraiment. Là, on était dans le milieu académique. Est-ce Mm. que ça a été genre, utilisons l'expression une pensée magique, tout d'un coup, on s'est dit, ah, ouais, le jeu va tout solutionner, ou au contraire, c'était comme un besoin, un manquement? Il y avait un manque. En fait, il y avait deux, trois enseignants qui étaient très, très curieux de la chose et qui souhaitaient le déployer, mais ils ne savaient pas trop comment. Et en fait, au même moment, j'étais en train de faire mon master en sciences de l'éducation, que j'avais spécialisé en jeu. Et donc, on m'a dit, bah, viens faire ton stage avec nous, et puis on va essayer de faire des choses. Et on a essayé de faire des choses. On a essayé de faire un jeu vidéo Ok. qui n'a pas marché. Mais on a essayé, en tout cas, on a commencé à mettre le pied à l'étrier. Donc, comme je t'avais dit, on a commencé par un échec. Et Bah, c'était super marrant. bah oui, c'est souvent comme ça qu'on apprend. Et après, on a vu plus petit. C'est-à-dire, comme on s'est planté sur le jeu vidéo, on s'est dit, bah, on va partir sur des jeux de société, Cool. papier, carton. Et là, on va essayer d'avoir des projets qui arrivent au bout, qui sont efficaces. Donc, on va essayer de mesurer un peu l'efficacité. Et après, on pourra partir sur d'autres choses.
c'est cool. Est-ce que tu es tombé, enfin, est-ce que c'était... Parce que j'aime bien ce que tu dis vis-à-vis de ton expérience du jeu vidéo, parce que on dit ça fait partie de ma carrière. Puis c'est vrai que souvent maintenant quand on parle de jeu, on est tombé dans une génération qui parlons facilement de jeux vidéo. C'est forcément un jeu vidéo. En même temps, on sait très bien qu'un jeu vidéo, ça peut être autant un ancien jeu Flash. Ça fait bizarre de dire un ancien jeu en Flash. C'est un truc que tu codes tout C'est seul. du siècle dernier, ça. Et écoute, on reste jeune dans la tête et dans l'esprit. Tu sais, versus un triple A aujourd'hui qui coûte un demi-milliard, puis où il y a des milliers de personnes qui travaillent partout. C'est ça, le jeu vidéo a comme un dos large. Est-ce que c'est parce qu'au début, vous aviez vraiment fait une association jeu est égal jeu vidéo, donc forcément, ou au contraire, c'était genre une commande parce qu'on voulait, c'était genre un besoin numérique? Ouais, c'était plus un besoin numérique. Ok, C'est-à-dire qu'un outil numérique, ça fait tout de suite plus fun. Tu vois, oui. ça fait plus moderne, quoi. Si tu arrives Oui, avec ça, un, oui. Dans si ce t'arrives avec un sens-là, jeu oui. vidéo, c'est plus cool qu'arriver avec un plateau et des cartes. On va dire, ouais, c'est quand Ouais. même sympa. Mais même si aujourd'hui, je te dirais qu'il y a un gros buzz autour justement du fameux board game, du jeu de société. C'est vrai, c'est vrai. Et en termes, je crois que c'est arrivé vers les années 2018, 2019. Donc la hype des jeux vidéo avait déjà commencé. Oui, Des jeux de société, pardon. oui, Excuse-moi. c'est vrai. Elle était déjà là. Donc, bon, en termes de concurrence, on avait les enseignants qui étaient plutôt habitués au numérique. Il y avait la hype des jeux de société qui était là. On s'est dit, bon, à un moment donné, il faut savoir par quoi on commence, quoi. Et puis, bon, bah, après, on a le porteur du projet qui nous a un petit peu incité. Ah, Là, disons, c'est sûr que ça aide. Je suis très curieux. Tu sais, justement, les professeurs qui initialement t'ont fait une demande, euh, est-ce qu'ils est-ce qu'ils étaient d'une génération identifiée ou pas du tout? Parce qu'on a souvent tendance à dire aujourd'hui que c'est forcément les plus jeunes qui sont les plus curieux, les plus allumés parce que ils game depuis toujours, etc., etc. Ou rien à voir. non, rien à voir. En fait, c'est une appétence pour l'innovation pédagogique qui compte. Cool. C'est-à-dire que si tu leur dis, on va faire un quiz, ok, on va faire un LMS, ok, on va faire un jeu vidéo, ok, on va faire de la VR, ok. C'est des gens, ils veulent pousser sans cesse leurs limites. Ils Ok, veulent toujours découvrir de nouveaux outils et y aller. ok, donc c'est excellent. Donc on peut déjà tuer le mythe comme quoi Non, c'est bah, le. je me rappelle le premier enseignant que j'avais contacté, c'était peut-être en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Oui, Faut que je vérifie les dates. Un super MOOC sur l'histoire de l'innovation, un truc incroyable, très enrichissant. Vraiment, tu regardes le MOOC, tu fais oh dingue. Tu as envie de jouer avec toutes les connaissances que tu acquiers, quoi. Et là, tu vois, tu as un quiz. Et le quiz, moi, j'ai trouvé trop sec. oui. Et donc ce jour-là, j'ai envoyé un mail au prof. Écoute, franchement, ta matière, elle est trop géniale. Il faut en faire quelque chose d'autre que ça. 2019, il m'a réécrit. Il a fait OK, on y va. C'est sûr. C'est, c'est cool. Deux excellentes initiatives. Non, Ça parce marche que pas souvent. non, mais non, Et puis 3 ans d'attente. Si tu veux, je pensais que c'était plié, hein. écoute, bravo pour la persévérance, on dira comme ça, comme quoi. Enfin, non, j'ai goûté la vieille expression là, enfin le vieux slogan pour le loto français là, tu sais, tous les gagnants doivent retenter leur chance. Tenter leur chance, ouais. C'est à peu près dans la même logique. Donc, un, c'est super intéressant. Puis deux, tu m'amènes effectivement une réflexion où souvent, quand tu es expert dans un domaine ou quand tu rends quelque chose de... Faisons ça simple. Moi, je suis un expert en gamification, puis je me connais plein. Mais c'est impressionnant comme chaque fois qu'on donne une formation sur la gamification ou sur les codes, c'est plate. Tu sais, c'est un PowerPoint, c'est tout sauf ce qu'on explique aux gens. Donc, je trouve ça excellent, le fameux la matière est le fun, le cours est le fun, tout est le fun, mais le quiz, il est plate. Puis ça me rappelle plein de, plein Mm. de LMS, plein de formations, plein d'éléments, où comme quoi, effectivement, ça, je vais dire, le dernier kilomètre nuit à toute la course. Puis c'est impressionnant comme on tourne là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est par facilité ou par l'éternel, on a toujours fait comme ça, ou parce qu'ils ont un manque de moyens? Alors là, Joker.
Ok. Alors là, Joker. J'en connais pas assez pour te répondre honnêtement. Ce que j'ai constaté, c'est que là, on parle de MOOC qui sont disponibles sur une plateforme et Oui, que la plateforme a des contraintes techniques. oui, Et aujourd'hui, pour déployer leur nouveau jeu, enfin leur futur jeu, oui. on a dû déverrouiller ces contraintes techniques. On a fait du Ok. développement en interne pour pouvoir le connecter, pour pouvoir récupérer les identifiants des étudiants, effectuer des sauvegardes, tout un tas de trucs. Donc, on a fait évoluer un peu le schéma du départ. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que l'investissement de ces enseignants sur cette matière hyper fun pour Oui, réaliser le futur jeu, c'est plus de 3 ans de travail. oui, Donc, c'est énorme. oui. Énorme. Donc, C'est il faut des important de le enseignants qui sont rappeler. hyper motivés, qui ont du temps, qui sont chauds patates et qui vont pas te lâcher en plein milieu parce que sinon, bah, tout sera perdu. Ah, par contre, pour en revenir sur ta question des formations, on s'est beaucoup posé cette question-là. Oui, On s'est demandé comment aborder la gamification et les jeux sérieux avec les enseignants. oui. Et on s'est dit qu'on allait les faire jouer. Donc, on avait prévu quelques petits jeux de mémoire. Tu vois la salle. Je veux dire, tu regarderas ton immense bibliothèque. Mais des petits jeux. Ah si, on avait utilisé The Game Ok. pour des RH Oui, en mode vous devriez le déployer en formation de gestion de projet pour faire prendre conscience des gens, faire prendre conscience de la communication, l'importance de la communication verbale et non verbale. On les a fait jouer à The Game. C'était marrant parce qu'on avait fait trois ateliers. Premier atelier, ça se passe super bien. On leur dit, vous voyez, la communication est très importante. Même quand on ne parle pas, il se passe ouais. des choses entre vous. Voyez, pas de souci. Et on en a un qui s'est super mal passé. Les Ok. gens tiraient la tronche et ils ont passé les pires 20 minutes de leur vie. Donc on interrompt le jeu. Et là, on leur dit, vous voyez, la communication, c'est quand même hyper important. Quand vous n'arrivez pas à communiquer les uns les autres, c'est très désagréable, vous le Oui. sentez. Une faculté d'improvisation. Oui. Mais oui, pour en revenir à ton truc, on voulait les faire jouer à des petits jeux simples, type The Game, des petits party games comme ça, et à la fin leur dire, ce truc-là, maintenant, imaginons, on retire les graphismes, machin, on le dépouille, comment on peut utiliser ça dans votre cours? Qu'est-ce qui pourrait faire sens pour vous avec ce genre de jeu? Ouais. C'est super intéressant et en même temps c'est un classique. C'est quelque part tu leur as fait goûter le produit. Ouais. Ils ont pu goûter au potentiel ou comme on dit souvent, c'est lever le voile sur un nouveau monde. Ouais. Qui effectivement c'était intéressant, les fameux deux groupes entre ceux qui sont emballés, ceux qui sont pas emballés. Euh, Et ça, j'ai constaté, ouais, quand tu mets des gens face à un jeu, tu n'as pas forcément les mêmes réactions. oui, Et on a eu des surprises. Par exemple, sur le jeu en sécurité informatique, on a fait jouer des vieux briscards. oui, Ils ont passé un moment génial. Ils échangeaient toute leur vie, tous leurs problèmes de sécurité, que je ne peux pas raconter ici, sinon j'aurais oui, des soucis. évidemment. Et c'était très intéressant. Et après, on a fait jouer des petits jeunes. Et alors là, c'était très scolaire. C'était, oui, alors par rapport au cours, on aurait dû faire ça, puis ça besoin de faire. Deux C'est salles, deux ambiances. Ah oui, oui, mais c'est super intéressant. Puis là encore, c'est cool comme exemple parce que ça casse un peu les clichés. Tu sais, où tu te dirais c'est plutôt les jeunes tu sais, qui seraient assez lousses là-dessus. Non, c'est vraiment cool. Ça m'amène plein de réflexions, mais comme on dit, on va essayer de garder le cap. Le premier challenge, tu sais, c'est ça, tu l'as dit, le board game, enfin les jeux de société sont comme revenus à la mode 2018-2019. Moi, je crois que c'est depuis un peu avant la Covid où je plaisantais avec ça en disant que c'est des 5 à 7 de gauche. Pour ceux qui se posent la question, les 5 à 7 de droite, c'est tu fais juste que boire. Il n'y a pas de board game, il n'y a pas de fun, tu fais que boire. Je suis au centre. Ah, écoute, au centre, il n'y a pas de boisson, il n'y a, y a pas de board game, tu es juste là, puis tu attends. Non, je plaisante évidemment. Euh, L'idée, c'était je comprends. Ok, allons dans l'ordre. L'avantage du jeu de société du board game, c'est quelque part, c'est quelque chose que tout le monde a pu appréhender au moins une fois. Deux, tu as l'avantage d'avoir les gens physiquement dans une même pièce. Donc, tu sais, tu as cette interaction sociale qui se crée.
donc tu peux jouer là-dessus. En même temps, tu touches des objets tangibles, tu sais, que ce soit autant du papier, des pions, tu sais, peu importe ce que c'est, on n'est pas dans l'immatériel, donc il n'y a pas forcément d'effort à effectuer ou tu sais, d'énergie à aller chercher quelque part. Et en plus, tu as un animateur ou des animateurs qui sont là pour pouvoir réagir, puis, c'est-à-dire, je cherche le terme en bon français, qui puissent animer, tu sais, je veux dire, cette séance ou accompagner ou réagir. Est-ce que tu considères que l'effet de mode a boosté cette expérience? Parce qu'ils ont fait, disons, tu sais, venez faire un board game, en plus c'est à la mode, c'est plus facile, versus venez faire un jeu de société, et que le fait que ça soit à la mode ou pas à la mode, ça n'aurait rien changé. Alors, il y a des études qui montrent l'interaction entre le jeu et l'apprentissage bien avant cette mode, on va dire. Bien avant cette mode. Alors, pareil, je ne les ai plus en tête, les dates. Mais on savait déjà que quand on joue, on a une espèce de concentration qui est particulière, on a un engagement qui est un peu supérieur, en dehors du fait que l'activité soit cool. On sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis, quand la mode des jeux de société est arrivée, en fait, c'est pas tellement qu'elle a amené le fait qu'on en déploie partout, c'est qu'elle a amené plein de nouvelles briques de gameplay. Ok. Et ça, tu vois, parce qu'il y a toujours le côté jeu de loi. Quand Oui. tu veux faire un jeu de société, bon, bah, écoute, on fait un parcours, on fait des cases, et puis c'est parti. Et ouais, mais même si tu détournes le jeu de loi, tu restes toujours sur le jeu de loi. Maintenant, si on va faire du deck building et qu'on va te faire prendre conscience qu'au fur et à mesure que l'aventure se déroule, tu deviens de plus en plus fort ou de plus en plus compétent, tu peux le sentir par là. Tu vois, donc on va avoir des nouvelles briques, ouais, vraiment c'est ça, où je cherche des jeux exemplaires. En ce moment, on croise beaucoup les jeux avec Oltré ou des choses comme ça, ou Andorre, des jeux, enfin Andorre ça commence à dater, mais des jeux avec un fort appui narratif Oui. qui va nous amener en fait à dérouler une histoire. Et cette histoire, elle peut être intéressante en formation parce qu'elle peut emmener des sentiments, elle peut véhiculer tout un tas de choses Oui. qui font qu'à la fin, l'apprenant va être engagé, va vivre une aventure super sympa, et à la fin, il va dire « Ah ouais, j'ai appris tout ça pendant l'aventure ». Bah, par exemple, il y en a un que j'adore, c'est Bazar Quest. Ok. Le pitch est ouf. Tu joues le mec qui est dans son... ou la femme. Tu joues la personne, on va dire. Tu joues la personne qui est dans son atelier, dans son bazar, et qui va vendre des armes, des armures, des potions magiques à des aventuriers. Les aventuriers s'en vont. Ton objectif à toi, c'est de gagner de l'argent. Oui. Mais si tu les arnaques, ils vont pas revenir, puisqu'ils vont se faire trucider par les gobelins. Donc il faut que tu trouves un équilibrage entre ce que tu leur vends, ton bénéfice, et en même temps le fait qu'ils reviennent et qu'ils restent clients avec toi. Et bien ce challenge-là, tous les commerciaux devraient y jouer. Bah oui. N'importe qui en école de commerce joue ça. Tu as compris la base. Si ton client il est mort, il revient pas. Oui, oui, effectivement. Puis ça rajouterait une petit soupçon d'éthique, par exemple. Mais tu vois, des jeux comme ça qui ont l'air de rien sur le coup, maintenant quand tu les creuses et que tu les découvres, tu fais « Ah non, si quand même, il y en a, ils ont des potentiels. Il y a vraiment de quoi se marrer. » Ou tiens, l'autre exemple, le deuxième ou troisième jeu qu'on a fait, c'était Unlock. Oui. Escape game au format carte, parce qu'on avait beaucoup d'escape game à l'époque dans des lieux physiques. Oui. C'était vraiment la mode. Et nous, en termes d'école, on a des contraintes. Oui. On n'a pas le droit d'enfermer des étudiants dans des plaies, même s'ils sont pas sages. Oui, oui. On doit laisser la porte ouverte. Oui. Et donc, quand on a vu arriver ça en format carte, on a fait bah, bon coup. Et en plus, on peut faire jouer plusieurs tables plus facilement. On peut faire dans une seule pièce, on peut faire 5 groupes. Et voilà, donc il y a plein de choses qui ont bouillonné à cette époque-là, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a des outils incroyables. C'est cool ce que tu viens de dire. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Parce que non, mais je dis, tu démontres plein d'éléments, tu sais, sur l'augmentation, l'outil des leviers, tu sais, comment créer. Est-ce que tu dirais que vos premiers ateliers ont créé un fort engouement? Est-ce que ça a discuté autour ou pas? Pas encore.
Pas encore, ok. En fait, au moment de démarrer, on a eu la Covid. Oui, Et donc, le lieu physique s'est retrouvé très vite fermé. ok, Et donc, c'est là où nos demandes ont davantage basculé sur des jeux vidéo en ligne, parce que tous ok. les cours étaient en ligne. Donc, on s'y est mis, on a appris, on a découvert, on a constitué comment dire, un carnet d'adresses avec différentes entreprises pour répondre à nos besoins. Parce qu'on essaie, tant qu'on peut, on essaie de ne pas trop développer en interne, Ok, parce qu'on n'est pas beaucoup. oui, Et surtout parce qu'un jeu vidéo, c'est quand même une sacrée équipe derrière. c'est, oui, Autant à 2-3, on peut faire un board game, autant à 2-3, un jeu vidéo, ça commence à devenir un peu compliqué. oui. Je dis oui, puis je souris jusqu'aux oreilles, ça se voit pas. Euh, Ah bon. non, non, c'est ce que je tente. Enfin, je donne des ateliers de formation. Et ça fait partie des choses que je rappelle au monde, c'est que c'est pas parce que, enfin, en tant qu'institution formatrice, tu as plusieurs options qui s'amènent à toi. Mais comme tu Mhm. commences à toucher à l'industrie, au monde du jeu vidéo, bah, c'est bien beau que tu formes des développeurs, mais c'est qu'un seul volet de ce que c'est réellement produire un jeu vidéo. Tu n'es pas obligé d'avoir un game designer, je veux dire, quelqu'un qui va développer ton économie interne, peut-être des graphistes, des animateurs, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur effectivement de choisir ses armes ou choisir ses cartes et de Mhm. bien les jouer et pas avoir peur de se créer un carnet avec des compagnies privées. Puis ça permet de faire des économies. Ouais, ça permet aussi de diversifier les points de vue. Par Oui, exemple, nous, comme école, on est censé fournir 3 devis, oui, tu vois, pour obtenir les fonds. Et en fait, ces 3 devis, ça nous permet d'aller voir 3 entreprises et de leur dire, voyez, on a réalisé le cahier des charges pédagogiques, on aimerait un jeu, et vous en pensez quoi? Et ok, donc, on leur laisse un peu de l'espace pour s'exprimer, et après, on prend les retours, et puis on va voir l'enseignant qui porte le projet en lui disant, toi, t'en penses quoi? Sachant que nous, peut-être que ce jeu-là, on le trouve plus fun, ou il sort un peu plus des sentiers battus, où là, il y a un vrai potentiel. ok. Donc il y a, je veux dire, il y a place au co-développement ou à la co-création en fait. Oui, parce que en général, enfin, quand tu vas t'adresser à des professionnels qui font ou des jeux sérieux ou des jeux ou des choses comme ça un peu plus larges, enfin moi, je pense, j'estime qu'il faut leur laisser de la place pour s'exprimer. Oui, Sinon, ça, c'est pas la peine d'aller voir des boîtes spécialisées. Autant construire ta petite équipe à toi et tu tournes en interne, mais tu vas boucler au bout d'un moment. ouais, Il faut un air frais. Comme tu dis, c'est la co-création qui enrichit la chose. Le pire danger, ça on n'en avait pas parlé la dernière fois, c'est comme tu as un vrai succès sur les jeux, oui, imaginons que tous les enseignants veulent faire un jeu et que c'est toujours la même équipe qui fabrique les jeux. oui, oui, Tu me vois venir, oui, oui, et oui. là, tu auras 50 fois le même jeu durant ta formation. Et donc, si tu fais un master, alors tu vas changer les assets, hein, tu vas changer, mais ça reste le même jeu. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu vas le voir démarrer, tu vas faire non, c'est plus possible, je vais vomir. Oui, oui, bah oui, c'est comme le repas à la cantine, au bout d'un moment, ça commence à se voir. T'as amené un Après, sujet attends, juste ça, une petite Oui, parenthèse. vas-y, Après, je dis. dis ça, mais moi, je joue à FIFA 99. Oui, Il existe toujours FIFA. oui, il existe toujours. Après, là, tu parles pas d'un jeu vidéo, mais d'une religion. Donc, Ouais. on ne rentre Bon, pas là-dedans. On avait dit qu'on parlerait pas polémique, il n'y aura pas pain au d'accord, chocolat versus d'accord. chocolatine, voyons. Alors, encore moins le football ou le soccer pour certains. Euh, Ce que tu as amené était super intéressant sur, tu sais, multiplier je dis les appels d'offres avec les studios. Moi, Mm, je ferai un complément à ce que tu dis, parce que, tu sais, venant de l'industrie, mm, souvent, quand tu travailles avec le privé, c'est pour ça que je trouve ta proposition et puis, tu sais, aller chercher de la création différente, c'est que souvent, la logique industrielle ou la logique de développement puis économique d'un studio fait que quelque part, il va se spécialiser ou il va essayer de te proposer ses solutions à lui. Tu sais, s'il a monté un moteur, je sais pas moi, une plateforme qui te permet, gardons ça simple, il t'a fait je dis un board game virtuel, l'autre t'a fait une simulation virtuelle, l'autre t'a fait un jeu de cartes interactif. Donc souvent, pour des raisons économiques ou parce que simplement c'est leur univers, c'est ce qu'ils vont essayer de te mettre dans la gorge. Et c'est intéressant, comme tu l'as soulevé, puis moi j'aime bien le rappeler,
que cette solution n'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour ce que tu cherches à enseigner, je veux dire, à résoudre ou à accompagner ou amener tes étudiants là-dessus. Donc, c'est toujours un élément dans ta boucle de recherche qu'il faut garder, parce qu'effectivement, en tant que bon technocrate, tu prends toujours le tarif, les délais de livraison, éventuellement je veux dire, la réputation. Puis, comme tu as dit, est-ce que le jeu a déjà marché, pas marché? Est-ce que c'est-tu trop nouveau? Est-ce que c'est nous qui allons servir de bêta-testeurs? Mais souvent, je dirais que c'est des choses à se méfier parce que je pose la question, bon, même si après, ça peut être lié de façon géographique aux politiques de financement et autre chose, est-ce que vous cherchez des studios à l'extérieur de la France? Parce qu'on sait que le CNAM est international. Mais je veux dire, est-ce que quand vous ouvrez des appels d'offres, c'est des appels d'offres à l'international, donc tu as une possibilité d'avoir des propositions qui viennent d'ailleurs, d'autres cultures, ou pas? Deux réponses. Oui. Est-ce qu'on peut solliciter une entreprise internationale? Je ne sais pas. Ok. Parce qu'on a des contraintes administratives et financières et je ne les connais pas. Disons que ça ne s'est pas présenté encore. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui souvent aime bien pousser les limites et puis voir jusqu'où on peut aller. Je n'ai pas d'a priori là-dessus. La deuxième réponse, on en avait parlé, parce qu'on avait évoqué le cas d'une boîte qui avait dû créer un jeu international. Oui. Si je dois travailler dans l'éventualité avec une boîte internationale, je réfléchirais d'abord à voir un peu la culture de l'entreprise. Oui. Pour ne pas tomber sur un jeu qui taperait à côté niveau culturel, parce que ce qui est amusant dans une société n'est pas forcément dans l'autre, les limites, pas les limites. Est-ce que, par exemple, on préfère un jeu qui n'irait pas du tout en Chine où on va tuer plein de gens, ou au contraire, est-ce qu'on veut quelque chose de très safe et donc effectivement un bureau chinois pour nous le faire? Mais si c'est un bureau chinois, est-ce qu'il n'y a pas de problème politique? Aujourd'hui, j'irais pas forcément acheter, j'irais pas solliciter une boîte en Russie. Oui, bon, j'attendrai un peu. ça c'est au-delà. Je fais du coup sur ce que tu dis, c'est au-delà des questions politiques et structurelles ou même de la culture elle-même. Souvent, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les structures les structures culturelles. On sait très bien qu'en Asie, je dis la pyramide est très importante, donc, je dis même en Afrique. Le chef a raison. Donc tu mets un chef avec des employés, le chef va l'idée puis il va tout gérer. Dans des sociétés où, je veux dire, je pense à la Suisse tout d'un coup, gros clin d'œil, où l'idéal c'est qu'on ait un consensus et que tout le monde soit d'accord, c'est pas là où tu vas aller chercher de la compétition forte ou du challenge comme en Amérique du Nord, où c'est que tu peux aller chercher des winners. Ça fait très stéréotype ce que je dis, mais en même temps, mais je veux dire, c'est l'adapter. Moi, j'ai des collègues aussi qui me rappelaient c'est ça, c'est consultants européens qui débarquent en Afrique du Nord, en Afrique, pour leur présenter les nouveaux systèmes de formation, les nouvelles pratiques, l'agilité, etc. Sauf qu'il y a le problème, c'est que dans leur culture ou dans leur réalité, ils n'ont pas voix au chapitre, on ne leur demande pas d'être agile, au contraire. Les règles sont faites pour être là, balisées, puis il ne faut surtout pas aller challenger ces règles et sortir au contraire si tu veux durer. Donc ça aussi, c'est intéressant au niveau du rapport au board game. Puis comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'un jeu est mondialement connu, comme le Monopoly, que tout le monde y joue pareil. Donc, tout le monde a la même appétence ou intérêt autour. Donc ça reste assez intéressant. On en a discuté la dernière fois, puis j'en profite. C'est souvent un des points bloquants quand on parle de ludifier quelque chose dans le domaine de la formation, c'est les coûts. Puis là, tu m'avais répondu un truc super, c'est que papier et un crayon, ça coûte rien. Oui. Je te paraphrase, mais là, tu vas me dire la vérité. Oui, parce que j'avais dit, je dis souvent une phrase, alors qui est peut-être fausse pour la partie VR, mais je dis souvent un board game, c'est 500 €. Un jeu vidéo, pour nous, c'est à partir de 50 000. Et VR, moi, je dirais 500 000, mais à confirmer. Oui. C'est parce que, premier élément, quand un enseignant vient nous voir et qu'il a un projet, on doit valider ce projet. On peut très bien lui dire le projet n'est pas mûr et l'aider à le concevoir, ou dire le projet n'est pas viable
C'est-à-dire, financièrement, s'il y a de l'argent, il va être dépensé à perte, et donc on peut très bien être amené à refuser un projet. Notre objectif, c'est de les accepter, c'est de les accompagner à formaliser le Oui. projet, donc à travers le cahier des charges, et puis ensuite de trouver des partenaires pour concevoir, quand c'est un jeu vidéo. Si c'est un jeu de société, on peut le fabriquer en interne, hein. On a démarré avec papier, ciseaux, crayon, et on peut déjà faire avancer les choses. J'ai une tendance à bien aimer les jeux de société, mais depuis 2020, c'est compliqué. Oui. Parce qu'on les implémente très facilement, on peut les modifier très facilement, et on peut les crash-tester très facilement auprès d'étudiants. Oui. Et les mettre en œuvre comme ça très rapidement, nous, ça nous permet soit de valider le cahier des charges, soit d'invalider certains points, de venir corriger, équilibrer, des choses comme ça. Alors que dans un jeu vidéo, c'est plus compliqué. Ou en tout cas, c'est plus lourd. C'est-à-dire le process est plus lourd, le temps de livraison, le temps de fabrication déjà est plus lourd. Là, on est sur un jeu, ça va faire 2 ans, 2 ans et demi qu'on est dessus, et le jeu n'est pas très gros, hein, honnête, mais c'est pas ouf. Celui de 3 ans et demi, là, il commence à être bien balèze. C'est une BD interactive, on en reparlera un jour. Mais le contenu est énorme. Et donc là, effectivement, si tu prends ce jeu-là et que tu veux le mettre sur un jeu de société, Oui. soit tu te retrouves avec quelque chose de très scénarisé, très épais, qui va être un peu pas trop mangeable. Donc là, le support jeu vidéo fait sens par rapport au contenu qu'il y a dedans. Celui que nous sommes en train de concevoir là, qui est beaucoup plus court, lui, tu pourrais très bien le faire en jeu de cartes, en animation, dans des salles. L'avantage de le faire en ligne, c'est qu'on va pouvoir le déployer, il est censé être déployé sur toute la France. Ok. Oui, Et donc là, tu as une économie d'échelle. Si tu déploies un jeu vidéo sur toute la France, c'est pas pareil que 54 cartes disséminées dans toutes les entreprises de toute la France. Le numérique a ses forces, il les gardera toujours. Voilà, donc en fait, dans l'idéal, il faut toujours choisir la solution qui correspond à la demande, déjà, parce que des fois, la demande elle-même a des contraintes, et puis qui est pertinente par rapport aux objectifs. Et nous, vraiment, on met au cœur de ça le coût, comme tu disais, c'est un élément, mais les objectifs pédagogiques ils sont vraiment fondamentaux. Parce que si on fait un truc qui ne sert à rien, ok, on s'est fait plaisir, mais il ne sert à rien. Je te remercie de rappeler ça, parce que pendant tellement longtemps, je continue à me battre en rappelant que ce qui est intéressant, c'est, l'objectif reste l'atteinte des objectifs pédagogiques, tout le reste, c'est cool, mais ça doit amener à ça. Puis je te dirais que même les professionnels de l'enseignement, des fois, tombent dans le piège de l'oublier. Ce qui fait des discussions. On a... Hier, on a refait la présentation d'un jeu qu'on avait fait il y a 1 an et demi sur les systèmes de management de l'innovation. Oui. Et je t'avais dit, moi j'adore quand on décontextualise. Oui. J'adore quand on sort du cadre, quand on change d'univers, parce qu'on fait apprendre des choses de manière douce, un peu en mode espion, on fait des inceptions. Et puis à la fin, on remet tout en place, et puis on fait le débrief. Et là, on dit « Ah oui, on a appris ça, d'accord, c'était cool. Franchement, c'était sympa. » Et là, la force du jeu, c'est que lui, il est acontextualisé. C'est-à-dire, on se situe au niveau d'une entreprise, mais on ne sait pas ce qu'elle fabrique. Oui. On va mener des projets et on ne sait pas quels sont ces projets. Parce qu'on va travailler sur un système. Et j'ai trouvé la manière dont c'était conçu terriblement efficace. C'est la première fois où mon envie de décontextualiser, elle a dit « non, là non. » Et là, il n'y a pas besoin, le truc est parfait, on ne touche plus. Sur ce coup-là, tu vois, j'aurais pas fait ça, et j'aurais perdu. Ta solution est meilleure. Est-ce que quand vous produisez ce type de solution-là, est-ce que vous travaillez, parce que j'ai bien aimé, vous utilisez des bêta-testeurs, des étudiants, c'est cool. Est-ce que vous travaillez en agilité? Oui, non, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas quand même travailler sur le cahier pédagogique. Donc, tu ne pars pas en agilité en mode brut de fonderie. Donc, tu as quand même une ligne directrice qui t'emmène. Après, quand tu commences à avoir ton concept, on va le tester entre nous pour le valider. Et puis, très rapidement, on va voir si ça cale ou pas. Jusqu'à maintenant, on a eu plutôt de la chance. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis après, on arrive sur l'équilibrage. Okay. Et on travaille plutôt en colimaçon
qu'en véritable agilité où on prend, on run, on run, on run, on run, on run, tu vois. Ok. C'est plutôt le. Moi, je préfère l'image du colimaçon, un peu de l'escargot. Ouais. C'est, bah, Mais écoute, c'est une réalité, puis c'est important de le rappeler, parce que tu sais, c'est bien beau de dire que tu peux travailler en agilité, mais tout le monde ne peut pas, puis c'est pas forcément la bonne solution, même si souvent c'est un vieux pieu. Est-ce que vous fonctionnez beaucoup par prototypage? ouais, ouais. Partie jeu de société, on a un exemple. On a été parti sur une brique de gameplay qu'on a abandonnée. On part sur une deuxième, on fait le test, on joue au jeu. Oui. Donc on découpe les cartes, on écrit dessus ce qu'on a, on joue au jeu. On fait waouh, wow, ça tourne pas mal. On refait une partie, on se fait laminer par le jeu. On fait waouh, il s'est passé quoi? Troisième partie, on gagne très facilement. Ok. Entre-temps, j'étais avec une deuxième personne. Entre-temps, on avait joué à Ion's End. Ok. Et ce jeu-là, en fait, place les cartes des PNJ de manière prévue. Et du coup, les aléas arrivent de manière prévisible. C'est-à-dire, toutes les 3 cartes, il va se passer ça. Toutes les 2 cartes, il se passe ça. Et donc là, tu peux construire la difficulté du jeu comme ça. Et donc, on a construit, on a testé. Et effectivement, là, on pouvait avoir une difficulté qui était reproductible et contrôlable. Donc là, on gagne. Pour le jeu vidéo, je fais souvent des allers-retours. Pour le jeu vidéo, qui est en fait un espèce de jeu de cartes où tu dois choisir les cartes les plus pertinentes par rapport à celles que va jouer ton adversaire. Le truc que j'ai fait, c'est le jour où on a eu la livraison des cartes. Alors, donc on avait toutes les assets, machin. J'ai tout découpé. J'ai sorti les cartes. J'ai pris ma femme. Tu viens? Et on va jouer au jeu. Elle me dit, ça parle de quoi? Non, je te le dis pas. On joue au jeu et puis on regarde si ça marche. Oui. Et à la fin, je dis, bon, alors maintenant, est-ce que tu vois un peu, est-ce que tu as compris des choses ou pas? Est-ce que tu as trouvé la partie agréable ou pas? Est-ce qu'il y a des cartes où tu as bugué? Bah, j'ai pas compris celle-là. Et voilà, donc un œil frais. Tu vois. Ouais. Oui, c'est super intéressant. Puis c'est aussi un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est à prendre en compte. Ce qui est intéressant avec le CNAM, c'est moi je parlais beaucoup de jeunes, mais en fait c'est un abus. C'est que c'est une population qui va, je sais pas moi, de la personne de 20 ans à la personne de 60 ans en Ouais, reconversion. Tu sais, il y a vraiment tous les âges. ouais. C'est compliqué de se créer un persona ou au contraire, c'est très facile. Parce qu'on, je veux dire, tu as des. Je dis j'allais dire tous les ingénieurs se ressemblent, tous les managers se ressemblent, je vais exprès dans le cliché, mais je veux dire, tu sais, travailler quand même sur un panel où tu as des gens de 20 ans, des gens allez, de 70 ans, tu sais, avec des monsieur, madame, tout le monde, un public je dis, j'aime pas parler de génération, mais la génération Z ou Ouais, la génération Y, qui sont habitués au code du jeu vidéo depuis toujours. Donc, quand tu parlais de certaines mécaniques, tu parlais de FIFA, enfin, de FIFA et autre chose, il y a des mécaniques qui sont plus que connues et plus que maîtrisées. Si on parle d'anciens board games, quand tu parlais du jeu de loi, même si c'est réutilisé dans le jeu vidéo sous forme, je veux dire, nos parents et nos grands-parents connaissent le jeu de loi. Je dis, Timmy, 14 ans, le jeu de loi, ça lui parlera peut-être pas. En revanche, les codes de Fortnite, lui, il les connaît de façon, je veux dire, inconsciente. Donc, tu peux jouer sur ces biais-là, sur ces codes-là. Donc, avoir si grande, un si grand panel d'utilisateurs et d'utilisatrices, est-ce que ça complique la vie? Au contraire, tu me dis, écoute, c'est facile, finger in the noise, voyons. Parce qu'on ouais. le rappelle, Lilian, tu es brillant, donc ça aide. Oh ouais, tu Mais parles. pour les gens communs comme moi, tu sais, les standards, pas d'option. Non, non. Ouais, je suis la boule d'énergie qui démarre les projets et qui part dans tous les sens. C'est plutôt ça mon profil. Et ouais, plutôt le berserker que le monk. Mais comment dire en fait, quand tu dézoomes, quand tu regardes le CNAM vu du ciel depuis un drone, ouais, on a toute cette population-là. Oui, Maintenant, quand tu rentres dans une filière spécifique ou un diplôme ou un niveau d'études spécifique, là, c'est plus fin. Tu peux avoir tu peux avoir des jeunes, c'est de la formation continue, tu peux avoir tout un tas de choses. Le projet va lui-même s'adresser à une classe ou à un diplôme ou une partie plus spécifique. Donc, on a déjà avec les enseignants la sensibilité de qui il y a dedans.
Est-ce qu'on aura plutôt des personnes en reconversion, plutôt des personnes qui veulent évoluer tout au long de leur vie, ou plutôt des personnes qui sont là pour passer un diplôme? Donc, on aura déjà un peu cette sensation-là. Et on va essayer de cibler le plus possible pour entrer dedans. Sur le jeu qui se déroule dans toute la France, et ben là, on était coincé. C'est-à-dire que ce que je peux te dire du joueur, c'est que c'est quelqu'un d'actif. C'est un homme ou une femme, ou autre. Ouais. C'est une personne qui travaille en France. Je ne peux même pas t'assurer qu'elle sera française. Oui. Et a priori, il faut qu'elle maîtrise un minimum un ordinateur et qu'elle en ait un pour pouvoir y jouer. Ok. Et qu'elle parle français, parce que le jeu est en français. Voilà. Auquel on peut rajouter éventuellement des problèmes de handicap. Donc, il ne faut pas qu'elle soit aveugle, il faut qu'elle puisse manipuler un ordinateur. Et non, les couleurs, c'est pas grave dans celui-là. Non, les couleurs, c'est pas grave. Donc, on a déjà cette base. Mais on a du mal à aller plus loin. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est on l'a fait à l'envers. On a dit, bah, on va essayer de dégager des grands milieux professionnels qui ont des problèmes communs. Oui. Par exemple, on va partir de tous les métiers qui sont debout, tous les métiers commerciaux ou assis, tous ceux qui sont en télétravail, du tertiaire. Ouais. Et on a essayé de cloisonner de cette manière-là en disant la personne, on l'invite à prendre le parcours qui lui ressemble le plus. C'est cool. Bah oui, c'est cool. C'est une autre manière de faire, c'est un peu triché. Oui. Ah non, c'est voir le problème ou le défi du bon côté. Puis c'est toujours mieux d'y penser avant qu'après 3 mois de développement ou 3 ans de développement, puis que personne n'utilise. Parce que la finalité, c'est que ça soit utilisé puis que ça fasse ce pourquoi c'est censé être utilisé. Après, tu as des trucs sur lesquels tu rebondis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que tous les Français ou toutes les personnes qui vivent en France vont l'utiliser dans tous les milieux professionnels, bah, tu essayes aussi de jouer la carte de la représentativité. Tu ne vas pas faire qu'un jeu tristounet avec des hommes blancs de 25 ans, tu vois, et qui sont tous dans un bureau à faire du développement. Tu fais, bah non, là j'ai loupé la cible, je dois taper sur tout le monde. En fait, mon jeu s'adresse à tout le monde, donc il faut qu'il soit aussi représentatif de toute cette richesse. Est-ce que c'était une démarche personnelle ou c'était dans le bon de commande, dans la commande initiale, l'inclusion? La représentativité? Ouais, la représentativité. C'était... ça s'est imposé, en fait. Enfin, ça s'est imposé. Ça s'est fait de fait. Ok. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui allait de soi, sachant que le CNAM avait déjà travaillé sur des sujets comme les discriminations ou les femmes. Des collègues qui avaient fait un jeu de vidéo, comme ça, qui s'appelait Cash Cam, je crois, ou quelque chose comme ça. Qui traitait justement un peu des discriminations au travail. Donc c'est quelque chose qui est aussi dans l'ADN de l'école, d'être vigilant sur ces choses-là, sur ces questions. C'est important, c'est intéressant de le rappeler. Puis comme tu l'as dit, des fois les gens ne pensent pas à mal, mais quand tu es 5 mecs autour de la table et tu développes un truc, tu vas avoir le point de vue de 5 mecs si personne ne se pose la question. Parce que c'est leur réalité, leur pratique, etc. Il faut que j'arrête avec les stéréotypes, mais c'est ce qui permet de communiquer une idée facilement. C'est ça un challenge en soi. Mais c'est pour ça que c'est bien de s'ouvrir soit à des collaborations externes, soit à des gens un peu extérieurs, puis de différents âges aussi. Oui. Parce que je commence à être vieux. Ouais, la crise de la quarantaine, elle est derrière moi. Et si je peux travailler avec des gens de 25 ans qui pepsent d'idées, moi je suis content, au contraire, ils m'apportent plein de choses, c'est cool. Oui. Je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est intéressant, mais comme tu l'as dit précédemment, c'est un état d'esprit. Parce que souvent, tu peux tomber dans le piège en disant bah, les jeunes vont être créatifs, vont avoir plein d'idées, vont pousser. Des fois, c'est pas le cas. Donc, tu peux te retrouver avec c'est soit des attentes déçues, soit avec un mauvais produit. C'est sûr que travailler avec les gens pour qui c'est fait, c'est toujours mieux. Est-ce que tu as déjà vécu la problématique on fait un produit pour les étudiants, on a les objectifs pédagogiques, puis entre le concepteur, qui est toi ou ton équipe, puis l'utilisateur final, ben on se retrouve avec plein de décideurs ou décideuses qui, en fin de compte, commencent à agir ou à décider sur le projet pour des choses qui sont soit à risque, donc contre-productives. Je dis, bah, j'aimerais que ça soit fait comme ça. Oui, mais ça aide en rien, ou tu sais, ça fait versus des trucs totalement accessoires. Bah, j'aimerais bien qu'il y ait ça là.
Bah écoutez, on va le faire pour vous faire plaisir, mais concrètement, ça amène rien à personne, ni où ça sera pas utilisé. Est-ce que tu as déjà dû dealer avec ce genre de réalité, sans donner de nom, bien sûr, ou pas? On le Euh, fera en off, puis je pourrais les contacter après D'accord. coup, puis te faire chanter, mais c'est pas ça le propos. Ah bah, tant mieux. On veut des réponses, Vivian, on veut des réponses. Le peuple a le droit de Alors, savoir. ouais, parce que dans les jeux sérieux, bah, celui par exemple auquel je pense, là, qui est pour toute la France, tu as un corpus de spécialistes qui est important. Oui, L'équipe de médecins qui est autour, de spécialistes de biologistes sont très très importants. oui, Et chacun disait ah mais ce truc-là, il n'est pas tout à fait dans ce que je voulais. Ah puis ce truc-là, il oublie mon secteur à moi. Puis celui-là aussi. Il peut pas tout faire à la fin. ouais. Le but du jeu n'est pas d'être exhaustif. Le but du jeu est d'atteindre ses objectifs. Alors on fixe ses objectifs et on repart de là. Sachant que le jeu en fait est une partie d'un ensemble. Oui. Et donc d'insister sur le fait que ce jeu-là fait partie de l'ensemble. Et dans l'ensemble, dans ce qu'il y a autour, là, vous aurez la place de vous exprimer, de faire vos démarches, de faire venir les gens à vous avec votre curiosité, machin. Mais le jeu en lui-même, quand on le focus, il ne peut pas être trop lourd parce qu'après, il devient injouable en vrai. Donc il faut le contenir. Par contre, on a eu le problème de. On a eu deux problèmes. On a eu le problème de la brique de gameplay. Oui. C'est un des décideurs qui nous a dit moi, ce jeu-là, je ne le sens pas du tout. J'aimerais qu'on parte sur quelque chose de beaucoup plus simple. Il nous a pas dit le jeu de loi, mais presque, tu vois. Ouais. Donc nous, on a fait. Et l'autre truc, c'était le titre. Tu sors un titre et ils te font ah non, un titre comme ça, c'est pourri. Ouais. J'aimerais bien qu'on l'appelle le projet de point le jeu. Et tu fais. Tu fais bah, Oui. autant pas faire de jeu, quoi, parce que là, on lui donne pas de nom. Donc voilà, c'est les difficultés auxquelles on a été confronté. Alors à partir de là, tu as des négos. Il y en a sur lesquels tu peux gagner, il y en a sur lesquels tu vas Ah perdre. oui. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre, de respecter les objectifs pédagogiques et d'avoir un jeu qui conserve une partie de fun. Ah Si oui. tu la perds entre-temps, bah, ne faites plus un jeu. Oui. Oui. Après, le jeu, c'est pas forcément la meilleure réponse à tout. Hein. Si le jeu, c'est pas ce qu'il faut pour ce projet, bah, faut pas hésiter à le dire. Mais bon, une fois qu'on a engagé plusieurs milliers d'euros dedans, Oui. c'est plus compliqué de C'est dire ne faites plus ça. c'est ça. C'est toujours mieux d'avoir la décision ou le commentaire avant. Euh, c'est super intéressant ce que tu dis. J'aurais le goût de te poser la question, est-ce que tu as déjà dû arrêter un projet qui était mal parti ou le rediriger après plusieurs mois? Je donne un exemple classique qui est là, tu me parlais d'un jeu vidéo de 3 ans. 3 ans, c'est long. Les technologies peuvent changer, les habitudes d'utilisation ou de consommation peuvent changer. Donc on peut facilement tomber sur la fausse bonne idée où le truc était cool, où il a été remplacé, ou c'est pas sur le bon support. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas pour toutes? Parce que comme tu l'as dit, des fois, au bout d'un moment, faut savoir dire stop avant d'aller dans le mur puis de continuer à dilapider, je veux dire, à investir de l'argent là où il n'y a pas besoin, quoi. Puis du temps Alors, aussi, parce que le temps, c'est plus, limite plus important que l'argent. c'est une bonne remarque. Ça ne nous est pas arrivé. Et pour le jeu qui est très long, là, on est parti sur une BD interactive. Ok. Donc, on part du principe qu'une BD interactive, on a du time devant nous. Oui. Parce que le type de jeu, ça va, il ne devrait pas être complètement oublié, sauf Apocalypse, mais normalement, ça devrait fonctionner. On est assez confiant dessus. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui pose question. C'est quelque chose qui pose question. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne partirait pas sur des trucs olé olé si on doit mettre autant de temps. J'ai le coup de poser la question un peu classique, qui est c'est quoi le plus gros défi quand on se retrouve dans un ludolab? Quel est ton plus gros défi dans ce type de projet? Parce que tu es dans un environnement assez particulier. Deux, tu proposes quelque chose, tel du conseil, et t'aides à solutionner des choses à l'interne. Donc, quelque part, les gens qui viennent te voir sont déjà intéressés, pour pas dire conquis. Puis tu sais, je veux dire, t'es pas en train d'essayer de faire manger la soupe à ton enfant de force parce qu'il aime pas le goût, puis qu'il doit, ou encore mieux, les médicaments.
Ça sent le véhicule un peu. On en reparlera. Mais tu sais, la fameuse tractation du style, écoute, c'est bon pour toi, croisons mon expérience. Non, je te crois pas. J'ai vu la gueule du flacon, ça C'est sent pas immonde. bon. Donc, non. Donc là, t'as beau refaire les simulations d'avion et tout ce que tu veux, là, que t'as vu dans ta jeunesse ou que t'as vu à la télé ou que tu penses que ça a fonctionné, mais t'inquiète En fait, pas, non. Non. la nouvelle entité de la famille va t'expliquer que non. Il connaît les codes. Donc, j'ai une question simple. C'est quoi le plus gros défi? Je Euh, pense que c'est le même que pour tout entrepreneur, oui, c'est-à-dire exister, grandir oui, et continuer. ok. Alors pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a deux projets dans les pipelines, donc les deux jeux vidéo, Oui, et on a cherché à aller chercher ceux qui n'étaient pas convaincus. Parce que comme tu dis, les convaincus, en fait, c'est pas une mine inépuisable. Au bout d'un moment, ils viennent plus, il y en a plus. ah Donc, il oui. faut aller les chercher. Donc, on a essayé de mettre en place des ateliers, et bon, on s'est repris encore une vague de Covid, donc ça a tout décalé. Donc ça, c'est le premier élément, à aller chercher les gens, les convaincre, leur faire tester, et puis les appâter, en fait. Oui, Pourquoi? Parce que derrière, on a des projets. Et quand on a des projets, eh ben, on a plein de choses cool qui se passent autour de nous. On commence à pouvoir embaucher oui. éventuellement, et puis de plus en plus être efficace, et puis nous enrichir aussi, parce que de nouveaux bras, c'est de nouveaux cerveaux, et des nouveaux cerveaux, c'est cool. Ah oui. Des gens avec plein de solutions ou plein d'idées. Et puis enfin, les budgets, avoir de l'argent, parce que ça nous permet soit de venir en renfort sur des projets qui seraient délicats, qui Oui. arriveraient, et il manquerait peut-être un petit peu de budget, voire ensuite de s'associer à tout ce qui est recherche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèses CIFRE, donc des thèses qui sont dans des milieux professionnels, et nous, on aimerait bien, moi j'aimerais bien, c'est sûr, m'accrocher à des grands noms des jeux de société pour pouvoir faire le lien entre la recherche, l'école, faire des Ouais. allers-retours, et puis créer une dynamique positive, quoi. C'est intéressant. Effectivement, il n'y a pas. Bah, en même temps, c'est des secteurs et des dynamiques et des logiques totalement différentes, tu sais, entre ce que vend Hasbro versus le serious gaming. Donc, c'est certain. Euh, J'adore discuter avec toi, ça m'amène plein de réflexions, mais on va faire l'effort. Au pire, on fera une prochaine rencontre. Écoute, je te propose un truc un peu plus léger, enfin pour moi. Ok. J'ai la fameuse question qui est la question de la bouteille à la mer. Si tu avais un message à transmettre aux futures générations ou un message que tu aimes transmettre, ce serait quoi? Évidemment, la bouteille est, je dirais, biodégradable, écologique et recyclable. Le papier qui est mis dedans, pareil, tu sais, 2022. Mais qu'est-ce que Ouais. tu aimerais passer comme message? Peut-être revenez aux jeux sur table, Oui, peut-être. Parce que moi, je suis de l'ancienne école, j'ai beaucoup fait D&D, en ce moment, je suis dans Alien, et avant, j'étais sur des jeux de société. Et en fait, le contact, depuis 2020, le contact physique, le contact réel, c'est quelque chose qui me manque ou qui est plus compliqué à mettre en œuvre. Et peut-être retrouver le plaisir de vous retrouver, justement, à travers un jeu. Recréer du lien, en oui. vrai. Ça, c'est à écrire sur un t-shirt. Ça. Ouais, D&D, recréer du lien. ouais. Je veux pas être Miss France, mais, Ah, écoute, mais je limite, hein. veux pas, mais si une place se libère et qu'il Ouais. décharte, La première Miss France barbue, ce serait cool. écoute, tu as dit que t'étais un, je veux dire, t'étais un berserk, t'étais au point de l'exclamation. Écoute, je suis pas français, mais si tu te présentes, je m'arrange pour voter pour Eh, toi. Je t'as trouve. vu? Ah, c'est cool, c'est intéressant, puis ça sera encore plus intéressant dans quelques années pour voir, tu sais, entre ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, là, les 6 saisons de Covid. Ouais, moi je compare ça à des saisons Netflix maintenant. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, parce qu'effectivement, le sens, etc., est quelque chose qui peut être intéressant. Tu es précurseur, tu travailles dans un ludolab. Les gens commencent, je dis les gens, mais même quand je dis ça, je suis capable de me contredire moi-même, connaissent un peu plus les Fab Labs. Tu sais, maintenant que tu parles à un Fab Lab, je sais pas, il y a encore 2 ans, les gens disaient, hein,
les gens commencent à ouais, bah, c'est là où je peux essayer ou fabriquer des trucs où il y a des imprimantes 3D. Mais si Mm. je parle d'un Ludolab, les gens vont sûrement penser à un café, à une compagnie. Tu sais, ils vont pas se dire ah ben tiens, c'est un laboratoire qui est lié à une autre école. Donc, en quoi c'est cool un Ludolab? Donc ouais, c'est cool. Bah, c'est un endroit où on vous invite Ah, à venir jouer avec des gens sympas. On a du café. Et si jamais, et plus si affinité, si vous voulez créer des jeux pour former les gens, et ben, on est là pour crash tester. On peut être vos premiers testeurs, on peut être vos premiers conseillers, on peut être votre premier public, on peut aussi être votre première oreille, tout simplement, si vous donc, êtes curieux. imaginons que je viens du secteur privé. Tu sais, allez, faisons du pot sur ce que tu as dit. Je suis Hasbro, j'ai le goût de tester un nouveau jeu où je trouve qu'il y aurait une plus-value à tester mon nouveau jeu qui parle de centrale nucléaire, faisons dans les classiques. Je peux te contacter comment pour te le faire tester ou pour voir s'il n'y a pas moyen de moyenner quelque chose. Bah, par mail. C'est parfait par mail. C'est une bonne réponse par mail. Faut pas se prendre la tête, hein. Nous C'est on a ça. des mails, c'est cool. Donc, Je vais, on te retrouve. Veux-tu donner ton courriel ou bien veux-tu... c'est ludolab@locnam.net. Ah bah c'est Tout simple, court et simple. efficace. Donc Tout si vous êtes simple. de l'industrie privée, de la recherche ou que vous avez des bonnes idées, contactez-le. Dites-lui que vous venez de moi, vous aurez une réduction. Et n'oubliez pas d'utiliser le code Un promo. t-shirt D&D crée du lien. Exactement. Ah, ça va partir en start-up qui a plus avec en ligne. C'est ça, devenir influenceur, Lilian. Tu es devenu un influenceur. J'ai fait youtubeur quand j'étais jeune, ça n'a pas marché. Ouais. Et c'est en pratiquant qu'on devient forgeron. Ça, c'est cool. C'est vraiment le fun. Euh, Est-ce qu'il y a-tu un sujet qu'on n'a pas abordé ou une réponse à une question que je t'ai pas posée que tu aimerais dire ou partager? Quelque chose que tu aimerais dire que tu sais que tu risques de regretter plus tard ou que personne t'a permis de dire? Euh, le truc que je pourrais regretter, Oui, pour déconner, dans ce métier, la plus grande frustration, oui, enfin, tout s'articule autour du cahier des charges oui, pédagogiques. Et en même temps, c'est la plus grande frustration. C'est-à-dire que parfois, tu vas concevoir des jeux oui. et tu vas te dire, si je retire cette partie pédagogique, ce jeu, il déchire. Et là, tu Effectivement. vas te dire, et je peux pas le faire parce que c'est pas mon travail. Et tu vas te dire, oh, mais quand même, j'aurais bien tenté, hein. Ah, d'accord, oui. Tu vois, il y a cette petite frustration par moment. Et Ouais. c'est pour ça que certaines boîtes qui font des petits jeux sérieux comme ça, elles font à côté des jeux pas sérieux. Je comprends ta frustration. Ça reste intéressant. Après, c'est sûr que concevoir un jeu, c'est pas concevoir un serious game. Puis, Non. je dis ça, mais plus pas pour, tu sais, pour les gens qui nous écoutent. Il y a d'autres challenges, d'autres Mm. compétiteurs, d'autres. C'est une autre game, comme on dit en bon français. Mm. Tu vas, oui, t'es sur des jeux. Enfin, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'était la durée d'un jeu Oui, sérieux, qui est différent d'un jeu vidéo ou d'un jeu oui, standard. Et donc la durée de jeu et la durée de vie du jeu. oui, Parce que un jeu, bah, il peut se déprécier, les gens le trouvent has-been. Si c'est ouais, un jeu vidéo, les graphismes vont devenir trop crado, les jeunes ne oui, voudront plus jouer avec. Les briques de gameplay vont être dépassées. Donc à un moment donné, on fait bon, on joue plus. Et souvent, les jeux sérieux, c'est souvent des one-shot. oui, Tu vas faire ton jeu, tu vas l'accomplir. Une fois que tu as fini, bah, tu as fini. ouais. Il y en a peu qui sont en mode SimCity où tu peux itérer plein de fois, plein de fois, plein de fois pour t'améliorer sans cesse et investir 800 000 heures. Parce que l'objectif de l'enseignant quand il déploie un jeu, c'est d'aller au bout de son master. C'est pas de te faire jouer 800 000 heures. Oui, Donc ouais, il y a plein de contraintes qui sont différentes. ouais. Après, c'est sûr que le moment d'exposition au jeu est pas pareil, parce que Ouais. c'est pas la même personne pendant 10 ans. Ou sinon, elle prend son temps pour finir son master, mais vraiment. Puis C'est elle aimait compliqué. vraiment. Puis en plus, elle a des amis haut placés pour pas se faire virer de l'école, comme on dit, Ouais. ça fait beaucoup aussi. Non, bah, c'est sûr que ton parcours reste. Actuellement, le mot atypique est à la mode, mais reste un très beau parcours de vie
Puis effectivement, c'est sûr que le volet technique, tu le maîtrises. Comme dit, tu as une formation ludopédagogie, donc le volet éducationnel, tu le gères. Le volet ludique aussi, en tant que tel. Donc tu as quand même une bonne pratique, puis des formations complémentaires. Est-ce qu'au sein de ton équipe, est-ce que tu as un puriste où vous avez tout, enfin je dis ton équipe ou les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu as-tu des spécialistes ou vous êtes à peu près toutes et tous des profils à multiples chapeaux, multiples connaissances, multiples casquettes? Alors la personne avec qui je travaille principalement, Astrid Rousseau, elle est similaire. Alors on va dire ça comme ça. Sur les jeux de société, Oui. Elle est meilleure que moi, ou du moins elle a des goûts qui sont plus pour des jeux plus complexes. Moi, je suis plus sur des party games. Sur les jeux de rôle, par contre, je suis plus expérimenté, parce que ça depuis 1988. Bon, là, c'est de la gruge, j'ai commencé tôt. Et elle en a fait un peu, mais un peu. Sur la partie jeux vidéo, pareil, moi j'étais resté très les années Atari, Amiga, PS2. Puis après, j'ai fait des études, donc j'ai dû mettre ça un peu sur pause. Et puis après, j'ai eu des enfants, donc j'ai continué à mettre ça sur pause. Et là, j'y reviens doucement. Mais ça a vachement évolué. Hein. Ça a drôlement changé. Et sur les jeux vidéo, elle, je sais pas. Par contre, on a un collègue qui est plus sur les projets VR, mais qui est moins bon en ludopédagogie, donc on essaye de le pourrir un peu. On a sa poupée vaudou, comme ça, c'est de travailler, on met des dés dedans pour l'avoir à l'usure. Et voilà, donc on n'a pas des profils qui sont hyper différents. On a des petites préférences après dans le type de jeu, mais ça se passe bien. Non, on est assez complémentaires, j'avoue. Ouais. Ça marche bien. Mais il n'y en a pas un qui va dire ça, c'est la meilleure solution. Ok. Tu travailles dans le jeu, tu travailles dans une école, tu travailles dans un hydrolab, j'insiste là-dessus. Est-ce que les théories du jeu, c'est-à-dire les mécaniques de jeu, les règles de jeu, le game design, je dis tout ce qui a été théorisé, c'est les personas, enfin les profils de joueurs, parlant bon français. Tu parlais avant du jeu de loi ou tic-tac-toc ou autre, c'est des mécaniques en fait derrière. Je veux dire, peu importe comment tu le designs, bien souvent ça finit en un tableur Excel, quelque part. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire, quand tu veux gérer des dynamiques ou des éléments, c'est souvent là-dessus que tu retrouves, puis ces éléments de matrice partent de quelque part qui reste de la théorie brute. Est-ce que tu dirais que ça fait partie de ta réalité ou c'est plutôt une réalité que tu sous-traites qui est avec les gens avec qui vous travaillez? Ça fait partie de ma réalité, mais parce que ça fait partie de mon ADN. Ok. Donc, par exemple, quand j'ai fini mon master en sciences de l'éducation, le premier livre que j'ai acheté, c'est Theory of Fun for Game Design. Ouais. Puis après, Reality is Broken. Ouais, j'ai un accent pourri, je sais. Non, mais sérieusement, je t'interromps, après on reprend. Il faut arrêter avec ça, parce que ça commence à me saouler. On est des francophones qui parlent une autre langue. C'est normal qu'on ait un accent. Je dis, c'est la base. Donc arrêtons de nous excuser, c'est plutôt cool qu'on parle une autre langue. Les jeux qui n'ont pas d'accent, ça n'existe pas. Alors, je peux te sortir aussi, j'ai pas fait exprès, mais je vais faire mon... Alors, je sais pas si ça va passer avec le filtre. Non. Celui-ci s'appelle Apprendre en jouant, mythes et réalités. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ta pratique. Cool. L'autre qui va pas passer et qui est sur ma table de chevet en ce moment, alors est-ce qu'il va passer ou pas? Tu l'as peut-être vu sur LinkedIn, c'est L'art du game design de Jesse Shell. Ah, c'est cool. Et le tout dernier que j'ai acquis le week-end dernier s'appelle Un monde de jeux chez Inis Éditions. Et en fait, il retrace l'histoire des jeux à travers différents continents. Oui. Et te permet donc de découvrir des briques de gameplay complètement oubliées et hyper enrichissant. Hyper enrichissant. Pour le reste, on fait... alors sur mon blog, j'ai posté quelques trucs. J'essaye de faire de la rétro-ingénierie quand c'est possible, quand j'ai le temps. C'est quoi l'adresse de ton blog? Yanyan.org.
Mais alors attention, je fais de la pub dessus pour mes livres, donc c'est pas. Je veux dire, écoute, je veux dire, écoute, si les gens sont convaincus, bah, tant mieux pour eux, puis pas tant mieux pour toi. Mais oui, effectivement, tu viens de tirer la case sujet bonus. C'est vrai que monsieur, au-delà enfin, de diriger le Ludolab, d'être historien et autre chose, t'écris de la SF. Ouais. Monsieur est écrivain. Certains diraient auteur. Modeste. Ah, écoute, il suffit qu'une seule personne te lise pour que tu puisses rentrer dans ce panthéon-là. Puis comme diraient certains, tu as écrit un livre, il a été publié, donc tu es éternel. Tu fais partie de ces éternels. Mais plus sérieusement, tu écris de la SF? Ouais, j'avais écrit en 2010 La Brigade des loups. Ok. Tu m'aurais dit, j'ai écrit en 2010 Covid-1, la pandémie. Non, non. Et puis après, un livre qui avait fait sensation à l'époque qui s'appelait Mon donjon, mon dragon, sur l'histoire d'un geek qui essaye de faire une révolution politique en France, grâce à un site internet. Ils mettent en avant la participation totale des citoyens. C'était cool. Et puis là, je reviens avec du cyberpunk. Ok. Quand tu dis que tu C'est passé reviens, 5 ans. Hein, quand tu dis que tu reviens, il va sortir ou il est sorti? il sort le 29 avril et je dis je reviens parce que j'ai eu une naissance entre 2010 et 2015 qui m'a pris beaucoup de temps. Donc j'avais plus le temps du tout de tout faire, passer un master, essayer de créer une structure, avoir un enfant, écrire. Ah non, à un moment donné, il faut choisir, on n'est que des humains. Je vais dire, écoute, t'aurais pu quand même, un petit effort. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ah, écoute. Bah écoute, c'est une passion. Oui, c'est ça. Ça fait partie d'eux. Puis je suis certain que cette passion-là, tu sais, alimente et enrichit tout le reste. Tu sais, ça fait partie d'eux. Tu sais, avant, je parlais des mécaniques, mais les mécaniques sont que des outils. Mm. C'est les... utilisons le terme artisan et artisan, qui le mettent en pratique pour que ça devienne un jeu, un serious game ou quelque chose qu'on utilise. Donc c'est sûr qu'il y a toujours un peu de soi dans tous les process. Le générique n'existe pas. Puis même ce qui est produit procéduralement, il y a quelqu'un qui l'a codé pour que ça soit du procédural. Donc il y a forcément une petite goutte d'humanité là-dedans. Mais c'est vraiment cool. Est-ce que tu considères que le goût qu'a actuellement le monde éducationnel pour le jeu, c'est un effet de mode ou c'est fait pour durer? Les prédictions de Lilian. Je ne sais pas. Je sais que dans le milieu privé, Oui. ça pousse beaucoup. Et parfois, il y a tendance à le mettre un peu à toutes les sauces. Oui. Donc là, je suis un peu méfiant. Parce que comme tu as dit, il faut que ce soit légitime et utile. Si c'est ni légitime ni utile, bah, Oui. ça apporte peu. Au niveau du CNAM, il y a des projets qui sont en ébullition. On ne peut pas dire que la sauce est prise tout à fait. On est vraiment au début de quelque chose. On a des curiosités, on a des gens qui nous contactent, mais il manque le passage à l'échelle. Il nous manque 3 nouveaux projets par mois pendant 3 ans. Là, je te dirais oui, effectivement, on est parti. Là, on n'en est pas là. Est-ce que tu penses que la prise de pouvoir des nouvelles générations risque de changer la donne ou pas? Donne un exemple, nous qui sommes un peu plus vieux, quand on parlait de gamers, d'être gamer ou gameuse, tout le monde disait non, 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 non. Je veux dire, même si tu as 50 jeux sur ton smartphone, tu sais, genre, je suis pas joueur ou je pose, mais en fait, je joue. Alors que maintenant, les nouvelles générations, enfin, Gen Z et puis Gen Y, bah, ils jouent tous, ils ont toujours joué. Tu sais, on est dans une société de loisirs, enfin, surtout en Occident. Les codes sont acquis, il n'y a personne qui va te dire, bah écoute, tu joues à un jeu vidéo, bouh. Au contraire, les gens se revendiquent même d'être des nerds, des geeks, des dorks. Puis pareil pour je parle des jeux vidéo, mais pareil pour D&D, les jeux de rôle, les jeux de société. Je veux dire, maintenant, tu trouves, enfin, il y a des gens de 20 ans qui font du jeu de société, puis qui ont des, des collections, je veux dire, la mienne fait peu de figures, mais tu sais, digne de la tienne, qui remplissent 2-3 bâtiments, quoi. Je veux dire, tu sais,
prenons les clichés. Entre le vieux gestionnaire de 70 ans qui considère que le jeu, c'est pas sérieux, puis que ça amène rien, puis dans son logiciel, c'est une perte de temps, versus le jeune ou la jeune qui va débarquer tu sais, qui a toujours trouvé ça, et toujours joué, ça fait partie de son ADN, il y en a partout, qu'elle connaît les codes. Ah, c'est sûr que le oui ou la logique de l'inclure fait plus sens. La difficulté, c'est la société derrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ça comme un seul élément de la vie de l'apprenant. C'est-à-dire que si l'apprenant, il est dans les transports, il joue au jeu, il retrouve ses copains, il joue au jeu. Il arrive à l'école, il joue au jeu. Puis plus tard, quand il est au travail, il joue à un jeu, en fait, parce que son travail a été gamifié. Puis après, on va gamifier la politique pour qu'il puisse voter, mais de manière ludique. Et puis, Oui, à un moment donné, il y aura t'as un risque de il y a trop de jeux, bah, stop. Donc moi, ça me fait peut-être un peu peur. C'est-à-dire, si ça devient la norme, en ouais. fait, la norme, elle a plus de sens. Tu vois, si tout le monde joue tout le temps, bah, en fait, c'est plus fun de jouer puisque tout le monde joue tout le temps. Les nouveaux rebelles ne joueront C'est- pas et refuseront tout ça. Ah, peut-être, ouais. Non, c'est une réflexion. Ouais, c'est une réflexion à avoir. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas arriver à une saturation? Parce on parle beaucoup de la saturation de l'attention, le marché de Oui, l'attention, des choses comme ça. Donc, si tout le monde fait des jeux hyper addictifs et hyper prenants, c'est au détriment de quoi à la fin? Tu vois. oui, Tu vois. oui. Puis là, tu entrouvres une fenêtre que je vais refermer tout de suite, qui est l'éthique. Ça sera vraiment parti pour autre chose. Mais oui, effectivement, dans cette économie de l'attention où tout le monde se bat pour te grappiller quelques secondes de l'attention, tu as souligné un élément qui est capital, puis qui est souvent oublié ou pas abordé. Puis j'inclus les professionnels là-dedans, avec qui j'ai plein de discussions, puis des fois je leur tire les oreilles, où effectivement c'est à penser dans un... C'est ça, c'est pas unique. Comme tu dis, c'est une expérience qui est globale dans un environnement de forte concurrence, puis il faut le mettre, bah, c'est ça, c'est comme une bonne publicité, au bon moment, avec la bonne intensité, je veux dire, puis que ça soit désiré, accepté, avec un maximum d'effet. Mm. Puis là, tout le monde a remarqué le placement de produit que tu as fait pour D&D depuis le début. Je me désolais. Non, 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 bah, tu Ah, sais. mais je te taquine, mais bon, on discutera après. S'il S'ils faut, veulent j'irai bien les m'envoyer un appeler. set 2D, moi je suis pas. Ah, en tout cas, écoute, c'était vraiment cool. Je te remercie. C'est ce que je disais, c'est un échange autour d'un café. On pourrait, écoute, toujours plaisant de parler avec Lilian. Je parle de toi à la Bien sûr. troisième personne, maintenant que tu es en face de moi. Parce que c'est ce que je dis quand on discute avec des gens passionnés, bah, c'est forcément passionnant, puis on pourrait parler de tout, de rien, aller dans tous les sens. Mais je te remercie pour cet avant-goût. C'est même pas une découverte, cet avant-goût de la réalité j'allais dire des Fab Labs. C'est pour dire à quel point c'est pas Ouais. encore ancré les Ludolabs. Allez voir son podcast, challengez-le si vous avez des innovations. Moi, c'est sûr que je vais le faire je vais dire, pour ma religion à moi, le slash. Ouais, je suis pas très jeu de rôle, mais je suis beaucoup plus jeu de stratégie, jeu économie ou jeu là-dessus. Donc, Et de gestion. c'est une autre, ouais, c'est une Ouais. autre forme de fun. Mais non, c'est certain. Et à une époque où un merci ne suffit pas, un très grand merci à toi, Lilian. Bah, merci également de m'avoir accueilli et puis pour cet échange, c'était cool. C'était vraiment cool. Puis écoute, grâce au télétravail, aux rencontres à distance, je te souhaite bonne route chez vous. Donc, te perds pas. Merci. Bah, oui. Je te dis ça d'ici une semaine et demie. Ça se trouve, je suis dans ton salon dans une semaine et demie. Exactement, tu sais, les jeux toc-toc. Pardon, mais, surprise. Bah, Ouais. écoute, c'est jouer sur des mécaniques, ça. Oui, c'est pas faux. La récompense inattendue, ok, d'accord. Puis après, on bascule dans le dark. Mais comment t'as eu mon adresse? Comment? Surprise! Tout va bien. Tout va bien. Caramel du chocolat. Ah, super, merci. Mais j'ai oublié le reste. Ah, c'est cool. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute et j'espère te revoir bientôt. Bye bye.